Bonjour, bienvenue ce matin. On a un beau panel de discussion avec nous. On va débuter un petit peu cette discussion-là avec Darren. Un petit peu plus tôt dans son allocution, Sébastien a mentionné qu'il y avait plusieurs projets en cours d'exécution. Il y en a qui avaient été déjà annoncés. Je pense que tu es notre meilleur porte-parole pour parler de ces projets-là ce matin avec nous. Merci Claudine. C'est vraiment avec énorme enthousiasme que j'aimerais partager sur nos projets parce que c'est excitant, c'est inspirant. Pour moi, ça fait 18 ans que je suis avec l'entreprise en aluminium et moment courant, je suis très fier de où est-ce qu'on s'en va avec nos projets. Depuis 2 ans, comme Sébastien a mentionné, en fait, chaque jour, je me réveille et je me dis « Wow, magnifique, c'est majeur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? » Et 5 secondes après, je dis « On passe à l'action, on est capable de réussir. » Et comme ça, en fait, nos équipes, ils sont en train de dessiner, planifier et réaliser, en fait, la vision de manière concrète. Et en fait, parce que la vision est claire et très claire. AP60, déploiement d'hélicis, le recyclage, décarbonation de Vaudreuil, et bien sûr, les produits à valeur ajoutée, très critiques pour la transition énergétique. Fait que nos équipes travaillent très, très fort. On a un grand portfolio de projets. En fait, comme Sébastien a mentionné, 911 millions. On n'a jamais eu autant de projets. Fait que c'est un ajustement. Il faut livrer ces projets pour rendre nos actifs performants et les soutenir, mais vraiment pour réaliser notre croissance et notre décarbonation. Je vais toucher sur 3 projets en particulier. AP60, l'étude s'avance à grands pas. Ça va très, très bien. L'année passée, on a décidé d'accélérer l'étude pour améliorer l'échéancier et pour qu'on puisse produire de façon rapide le métal pour alimenter l'Amérique du Nord et nos clients. Il y a un grand effort qui a été mis pour trouver une approche dans l'exécution qui va réduire nos coûts et accélérer le projet. Pour le centre de billettes, le projet se passe très, très bien. En fait, évidemment, c'est en exécution. Le pépine s'en vient. Et comme prévu, la phase construction civile et l'emphase sur comme prévu, c'est très important pour notre crédibilité d'arriver en temps et en budget. Et vraiment, on vise un démarrage en fin 2024 parce que nos clients ils ont besoin de ce métal-là pour faire cette transition énergétique, principalement aux US. Pour le centre de recyclage à Arvida, bien sûr, c'est en exécution, ça se passe très bien. L'équipe finalise toute l'ingénierie détaillée et aussi la sélection d'équipements. Et maintenant, le focus va se migrer à établir vraiment le chaîne d'approvisionnement des rebuts à post-consommation. C'est un chaîne d'approvisionnement local, Québec, Ontario. Et pour le recyclage, bien sûr, c'est un tout début. Il y a plusieurs phases qu'on vise par après. Vraiment, notre défi, et pour terminer, notre grand défi, c'est vraiment de rendre nos projets compétitifs, de s'assurer qu'on les livre avec efficacité en temps. Et ça prend toutes nos capacités, nos connaissances, le travail avec nos partenaires, nos fournisseurs, bien sûr, mais c'est de le faire de façon différente.
pour vraiment réussir l'ampleur de notre portfolio et de faire vraiment, d'atteindre nos objectifs et nos visions. Alors ça, merci beaucoup, Claudine. Merci, Darren. Bien, sur ça, ça fait une bonne transition vers Sylvain, parce qu'on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de capacité régionale, d'achat local. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce point-là en particulier, davantage? D'autant plus que ce matin, on a un public, je suis certaine, qui est curieuse d'en entendre parler. Bien, merci, Claudine. Très, très content d'être ici et de vous rencontrer tous. La première chose que je veux faire, puis je pense qu'on n'a pas pris assez de temps dans les derniers mois et dernières années, c'est vraiment de remercier nos partenaires, nos fournisseurs. Moi, j'utilise le même mot. Pour les 2-3 dernières années, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Vous avez été là pour nous. On est vraiment, vraiment contents, puis on apprécie vraiment ce que vous avez fait. Donc, moi, je vous donne une main d'applaudissement pour ce que vous avez fait dans les deux dernières années pour nous. J'en profite aussi pour remercier mon équipe ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'approvisionnement. Je pense qu'en travaillant en collaboration avec vous, travaillant en collaboration avec les équipes de Sébastien, tout qu'un travail dans les dernières années, mais aussi tout qu'un travail qui s'en vient. Mais il faut quand même prendre le temps de célébrer ces succès-là. Puis merci encore. Claudine l'a dit, dans nos priorités, que ce soit Rio Tinto, approvisionnement mondial, global, une des priorités, la première, si on veut, c'est travailler avec nos fournisseurs, nos partenaires locaux, nos partenaires Premières Nations, dans ce cas-ci avec la communauté de Mastayache, bien sûr. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer d'en faire plus, travailler ensemble, travailler en collaboration. Qu'est-ce qu'on peut faire plus pour amener à un autre niveau? Mais je vais vous dire, présentement, je vais partager des chiffres. Je n'ai pas de slide, mais j'ai des chiffres avec moi. Les dépenses avec nos partenaires locaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est assez impressionnant. Mais encore là, il y a de la place avec tous les projets qui étaient mentionnés par Darren. Fait que je partage des chiffres. Au total, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nombre de partenaires locaux, il y a à peu près 475 fournisseurs partenaires dans la région, ce qui est quand même beaucoup, mais on veut en faire plus avec le nombre de fournisseurs qu'on a partenaires. Au niveau des dépenses, puis souvent on ne le partage pas assez, mais là, on est en mesure dans les dernières années d'aller chercher vraiment les cibles de dépenses qui sont locales, locaux. En 2020, on était autour de 425 millions de dépenses avec nos partenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2021, on était à 500, un peu au-dessus de 500, 525 millions. Et en 2022, on est à un peu en dessous de 600 millions de dépenses avec nos entreprises, nos fournisseurs locaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui représente à peu près 30-35 de nos dépenses totales. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup d'argent, puis c'est grâce à vous, justement, qu'on peut continuer à opérer, puis à travailler en collaboration ensemble. Je vous donne un chiffre. Au Canada, pour les autres unités d'affaires de Rio Tinto, on dépense avec nos fournisseurs locaux autour de 1,1 milliard. C'est plus que la moitié ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut être fier de ça, il faut en parler. Je pense que c'est important. Puis qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, c'est encore plus positif pour vous de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Je vais vous parler aussi de nos priorités. On a parlé de priorités qui est nos dépenses ou nos entreprises qui sont locales, puis aussi le partenariat qu'on développe avec vous. Ce qu'on veut faire avec nos entreprises locaux, c'est de développer des partenariats qui sont plus long terme. Dans le passé, on faisait des ententes, négociations, 1, 2 ans, 3 ans. On ne voulait pas aller trop loin, peut-être par crainte de... Mais aujourd'hui, puis même dans le passé, puis l'équipe d'approvisionnement qui est ici, ce qu'on veut faire, c'est de développer des partenariats plus long terme. Il faut donner l'opportunité, de pouvoir garder vos ressources, développer, investir dans vos ressources parce que vous avez de la qualité de main-d'œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est au-dessus de ce que je vois ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis ici, c'est parce que je le crois vraiment. Donc, vous donnez l'opportunité, si on a des contrats de 5 ans, 7 ans, 10 ans même, on peut se rendre jusqu'à là, pour vous donner justement la chance de pouvoir investir dans les infrastructures, investir dans vos gens, investir dans vos employés. Fait que ça, ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est là où on veut aller avec nos partenaires locaux. Je pense que c'est très important de le souligner avec vous aujourd'hui. L'autre point que je veux vraiment aussi discuter, c'est que Sébastien a parlé au départ, toutes les ententes de partenariat aussi avec la communauté des Premières Nations, avec Mastayache, on veut en faire plus aussi. On veut les aider, on veut s'aider à développer des entreprises, des partenariats aussi avec eux,
parce que c'est très important pour Rio Tinto et l'ensemble, en même temps que toutes nos entreprises locales qu'on a ici aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre de nos priorités. On va faire partie des tables aussi avec l'équipe de Sébastien pour développer et essayer de trouver des façons de faire affaire ensemble puis développer des entreprises qui vont nous aider dans le futur. On est aussi très, très ouvert à développer d'autres façons de créer de la valeur. Tu sais, dans le passé, on arrive, on veut 5 on veut... Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin pas de se réinventer, mais de trouver des façons différentes de créer de la valeur. Donc, on est à l'écoute de nos partenaires. Toutes les idées, que ce soit d'innovation, que ce soit robotique, que ce soit automatisation, que vous avez chez vous, que vous pensez, qui sont dans vos cartons, que vous n'êtes pas certain, venez nous voir, partagez-le avec les équipes. Je pense que c'est très important pour nous au niveau opérationnel, puis aussi pour les projets qui s'en viennent. Fait qu'on est très, très ouvert à vous écouter, prendre le temps, puis essayer de trouver des façons ensemble d'avancer dans ce sens-là. Donc, ça fait un peu le tour de nos priorités. Puis comme je vous dis, c'est la priorité de Rio Tinto Approvisionnement, c'est nos partenariats avec nos entreprises locaux et Premières Nations. Très bien, merci Sylvain. On a parlé de différents projets, on a parlé de transition. Je suis certaine qu'il y a une question qui vous brûle tous les lèvres, ou probablement. C'est la transition autour de l'usine Arvida, comment ça va se faire, et le projet AP60. Puis Jean-François, bien, je pense que tu es la bonne personne ce matin pour nous en parler. Puis tu as accepté de te joindre à nous, donc on t'écoute. Merci Claudine. Avant de parler de la transition avec Arvida, j'aimerais prendre un peu de recul. Le site d'Arvida, depuis 1926, il en a vécu une multitude de transitions. Si on pense que 1938, on produisait à peu près 60 000 tonnes de métal. C'est à peu près l'équivalent des 38 cuves d'AP60. 5 ans plus tard, vers la fin de la guerre, on était à 500 000 tonnes de métal, ce qui est plus qu'Alma. Après ça, dans le temps, on a converti des Soderberg en pré-cuites. On a fermé des usines Soderberg pour transférer la production à l'intérieur. On a fermé nos dernières Soderberg en 2004 pour ensuite construire AP60, les 38 cuves qui existent aujourd'hui. Donc, le site il a changé de visage souvent pour arriver au portrait qu'il y a aujourd'hui. La prochaine transition qui s'en vient, évidemment, ça va être la fin des opérations à 6 salles de cuve du côté d'Arvida. Si je vous avais dit ça il y a à peu près 3 ans, probablement que l'émotion que j'aurais, ça serait un peu de colère, beaucoup de tristesse, le trémolo dans la voix et les yeux dans l'eau. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas cette émotion-là qui m'habite, mais pas du tout. Avec les projets qui s'en viennent, avec la stratégie de croissance qu'on a, c'est vraiment excitant. Moi, je me lance là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, ainsi que nos équipes. Ce n'est pas du tout la même émotion maintenant. Bien qu'évidemment, fermer des salles de cuve va amener son lot de nostalgie et d'émotion, mais c'est vraiment avec une vision de transition. Si on revient à la transition d'Arvida, disons que ça va toucher en gros 3 gros volets. Le premier, il est assez évident. On va prendre la production qu'on fait aujourd'hui d'une certaine façon, qu'on va faire autrement. La deuxième, qui est pour moi la plus importante à mes yeux, c'est celle de nos employés qui vont devoir transitionner. Et la troisième, qui est un peu une conséquence des 2 premières, c'est la transition environnementale et transition pour notre communauté, qui en fait s'inscrit dans notre grand plan de décarbonation et de produire de l'aluminium plus vert. Si je reviens à la production, mettons le premier volet, on produit aujourd'hui environ 60 000 tonnes avec les 38 cuves, la P60, 170-175 000 tonnes avec les cuves du CO. Les projets qui s'en viennent, que Darren parlait tout à l'heure, quand on parle des 96 cuves, c'est environ, c'est un petit peu moins que 160 000 tonnes qu'on va produire, donc presque l'équivalent du CO. Si on ajoute à ça les 30-35 000 tonnes d'aluminium de post-consommation, en passant, c'est d'où le nom F-150, c'est de l'aluminium qui a servi à faire quelque chose, donc les F-150 par exemple, et qu'on va refondre, c'est un autre 30-35 000. Donc à terme, on va produire plus d'aluminium sur le site qu'on a produit aujourd'hui. Si on ajoute à ça les quelques autres projets qu'on a dans les cartons qui pourraient se concrétiser, on risque d'aller dans très bonne position dans pas très longtemps. Pour ce qui est du projet 96 cuves, Darren et Sébastien ont parlé. Ce qu'on veut, c'est un projet robuste. Robuste en termes, évidemment, santé-sécurité, robuste en termes économiques, robuste en termes de calendrier et, évidemment, livrer un projet de qualité. On travaille fort pour devancer, avoir l'exécution le plus rapidement possible. Parce que, comme disait Sébastien, 30 à 36 mois après l'exécution, on a le premier métal.
Donc, on a un plan de transition pour faire ce pont-là, parce qu'il risque d'y avoir un gap entre la fin des opérations de salle de cuve et le premier métal. Le plan de transition est prêt. On va l'ajuster en fonction des dates et des timings, des échéanciers, pour s'assurer de faire une meilleure transition possible. Et là, il est possible qu'on veuille opérer quelques salles de cuve pour une courte durée. L'objectif n'est pas d'opérer des salles de cuve du CAO pendant une longue période de temps, mais peut-être quelques salles de cuve pour faire la transition pour nos clients et surtout pour nos employés. Le groupe d'employés touchés, les employés Rio Tinto, on parle à peu près 300-350 employés. L'objectif numéro 1, prendre soin de nos employés, comme on l'a fait dans nos fermetures passées, que ce soit le centre d'électrolyse S, que ce soit Beauharnois en 2009 ou Shawinigan en 2013. On va travailler avec nos représentants syndicaux pour assurer une transition la plus harmonieuse possible. Puis on a plusieurs leviers qui s'offrent à nous, là. Entre autres le projet 96 Cubes. On parle d'un peu moins de 100 employés qui vont aller migrer vers ce projet-là. Une quinzaine d'employés sur le centre de recyclage. Il risque d'avoir d'autres projets, soit sur le site ou dans la région, qui vont absorber ces surplus de main-d'œuvre-là. Si on additionne à ça le démarrage de la P60, la fermeture d'Arvida, l'attrition régionale, qui, à toutes les années, on envoie quelques employés, une quinzaine d'employés d'Arvida vers les autres centres. Donc, on risque de se ramasser en excellente position à la fin du processus. Avec la précarité de main-d'œuvre régionale, l'objectif, évidemment, c'est de conserver tous nos talents à l'intérieur de notre organisation. Bon, pour le troisième volet, que j'appelle plus la conséquence de la fermeture et de la transition, évidemment, on va passer d'une situation où on opère la plus vieille usine en Amérique du Nord à l'usine, si je tiens compte des 96 cuves d'AP60, à la meilleure technologie démontrée de façon industrielle à ce jour en termes d'émissions environnementales. En attendant, Élysis, bien sûr, mais Marie-Christine va vous en parler tout ça s'en vient. Donc, évidemment, ça va avoir un impact positif sur l'environnement. On parle d'une réduction de 40 à 50 du CO2, 15 à 20 fois moins de fluor et de poussière. Donc, ça va être positif pour l'environnement, positif pour nos communautés qui nous tient à cœur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'attention médiatique autour des émissions d'Arvida, ce qui fait qu'évidemment, opérer l'usine dans son entièreté actuelle jusqu'à la fin 2025 va être un défi. C'est pour ça qu'on a lancé l'année 2003 sous le thème « L'excellence environnementale ». Les employés ont embarqué rapidement dans ce concept-là, dans cet objectif-là. L'idée est, évidemment, on veut respecter les normes, mais on ne veut pas juste respecter les normes, on veut faire mieux que nos résultats de 2021 et faire mieux que nos résultats de 2021. Donc, pour l'instant, on est à peu près à 3 mois là, de fait. Les premiers résultats sont intéressants. Évidemment, la partie n'est pas gagnée, mais les gens sont très mobilisés et les actions concrètes sont posées. Donc, on a un beau défi devant nous, mais on va le relever. En terminant, vous savez, comme j'ai parlé d'entrée de jeu, il y a plusieurs pionniers qui nous ont emmenés dans toutes ces transitions-là avec succès dans le monde où on vit aujourd'hui. Quand je regarde les équipes qu'on a, la mobilisation, l'engagement et le dévouement, je suis extrêmement confiant qu'on va réussir à faire une excellente transition dans ce qui s'en vient. Donc, je remercie tout le monde là, qui vont y participer parce qu'on commence ce processus-là bientôt. Donc, merci tout le monde. Merci Jean-François. On en a parlé là, depuis le début de la session ce matin. AP60 est la meilleure technologie disponible présentement, mais on sait qu'il y a une technologie de rupture qui s'en vient, qui est Élysis. Puis, elle va jouer un rôle majeur là, dans la vision qu'on a pour l'industrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais j'aimerais quand même que Marie-Christine prenne un petit peu de temps pour nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire développer une technologie en co-entreprise. Merci, Claudine. Bien, moi, je vais commencer par vous dire que j'ai la meilleure job chez Rio Tinto. Sébastien l'a dit, Élysis, c'est le plus grand projet de carbonation au Québec. C'est un projet qui révolutionne l'industrie de l'aluminium. On a produit l'aluminium de la même façon depuis 100 ans, puis on est en train de réaliser un rêve de produire de l'aluminium en émettant de l'oxygène sans aucune émission CO2. C'est révolutionnaire, puis c'est ici que c'est en train de se produire. Alors, comment tout ça a commencé? En 2018, en fait, bien avant 2018, Alcoa, Rio Tinto, chacun, on a travaillé pendant
des décennies, des équipes de chercheurs à développer cette technologie. Et c'est en 2018, où on a mis nos efforts en commun pour trouver cette recette secrète qui fonctionne. La contribution d'Alcoa était du côté du procédé, et de notre côté, c'était cette expertise dans les cuves, expertise à développer des packages techniques et cette rigueur scientifique. Comment on arrive à développer cette technologie? Ça prend plusieurs choses. Ça prend d'abord une super équipe. Une super équipe qu'on a en place. On a des gens, bien sûr, d'Alcoa à Pittsburgh. On a nos gens aussi, des experts à Vorec, mais on a une équipe ici. Hélicis également recrute, et c'est au Québec que Hélicis recrute. Des gens hyper connaissants, des top ingénieurs, avec vraiment un esprit d'innovation, parce que c'est ça de la nouvelle technologie puis de la R&D. Il ne faut pas se laisser décourager par les embûches. Il y a des difficultés, puis nos experts sont capables de trouver les solutions. Ça prend donc cet esprit innovateur des gens engagés et qui collaborent bien ensemble. Ça prend aussi du support financier. Puis ici, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est les partenaires, c'est Rio Tinto, Alcoa. On a aussi l'aide des gouvernements fédéraux, gouvernement du Québec, Apple également. Donc, contribution initiale, on est parti avec 228 millions de dollars et on a continué au fil des ans à investir dans ce projet. Et je peux vous dire que les partenaires ont contribué bien au-delà de ce que les gouvernements ont pu contribuer, qui nous aident grandement, mais l'importance de la part des partenaires. En plus de ces décennies de recherche et développement qui ont tous été mis, toutes ces contributions-là ont été mises sous le joint venture d'Hélicis. Alors, aussi, je dois mentionner que ce rêve-là, pour concrétiser un rêve, ça prend des gens qui y croient, non seulement comme entreprise, comme dirigeants, mais également nos employés et nos clients. Puis je peux vous dire que nos clients y croient, puis du métal Hélicis, là, ils en veulent demain matin dans leurs produits. Alors, comme M. Simard l'a mentionné, c'est une course contre la montre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on a déjà la cuve puis ça, c'est sous Hélicis, qui est sur le complexe Jonquière. Donc, ça fonctionne. On est capable de produire de l'aluminium en produisant de l'oxygène dans cette cuve qui est de petite dimension industrielle. Prochaine étape, c'est des cuves de plus grande dimension qui se situent sur le site d'Alma, mais toujours sous le chapeau Hélicis. On a aussi à développer toute l'industrialisation, la chaîne d'approvisionnement. Ici, vous voyez les anodes, on ne parle plus du tout de la même chose. Donc, pour fabriquer cette nouvelle génération d'anodes, c'est des nouveaux procédés, c'est des nouveaux équipements à concevoir. Donc, c'est une chaîne d'approvisionnement à réinventer et à industrialiser. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, je dirais pour terminer, il faut se considérer très chanceux d'avoir ces premières étapes qu'on voit ici au Saguenay. Et on est bien content de pouvoir avoir ce genre de projet-là je reviens, c'est un projet révolutionnaire qu'on est en train de voir se concrétiser.
Merci. Merci. Alors, on parle de projets, encore une fois, des beaux projets, des approvisionnements, de la recherche et développement, mais derrière tout ça, il y a des gens. Et chez Rio Tinto, au cours des derniers mois, des dernières années, on a mis en place différentes initiatives également pour s'assurer d'avoir un milieu plus respectueux, plus inclusif. Puis Marie-Claude va nous en parler davantage. Bien sûr. Sébastien a parlé ce matin de la nécessité de faire évoluer notre culture. Bien, les initiatives auxquelles tu fais référence, Claudine, et les axes de travail qu'on tente de développer, c'est vraiment dans cette intention-là de faire évoluer notre culture vers une culture plus sûre et respectueuse, plus inclusive, plus diversifiée, plus contributive, puis plus collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En 2021, Rio Tinto a lancé une large étude à l'échelle du globe sur le respect au quotidien. Puis l'objectif de cette étude-là, c'était d'identifier à l'intérieur de chacun des sites sur l'échelle vraiment mondiale, quels étaient les comportements qui étaient nuisibles à la santé psychologique de nos employés, mais aussi de toutes les personnes qui supportent nos opérations. Donc, l'étude s'est conclue avec des constats très, très difficiles. Et il y avait une très grande majorité de ces constats-là dans lesquels nous, ici aussi, on s'est reconnus à l'intérieur de nos sites. Donc, puis c'est pas étranger non plus au phénomène de société qu'on voit vraiment, là, où est-ce qu'on change aussi au niveau de la société, au niveau des comportements en société. Puis avec le volume de population qu'on a dans nos sites, bien évidemment, on est aussi le reflet de cette société-là. Donc, c'était important pour nous de nous attarder à cette question-là, puis de voir comment on pouvait faire avec tous les gens dans nos sites pour améliorer ces comportements-là, puis faire de notre milieu de travail un milieu plus sûr et plus inclusif. Donc, une des premières initiatives, ça a été de créer un comité régional d'inclusion, diversité et respect au quotidien. Et sur ce comité de travail-là, il y a vraiment des gens de tous les sites de la région, des gens de différentes occupations, différentes expériences, puis de la diversité aussi également. Et le mandat qui a été donné à ce comité-là par la direction, c'est vraiment de prendre connaissance des constats, de faire vraiment une lecture plus régionale de nos installations avec ces constats-là et d'identifier quelles devaient être les actions qu'on devait faire en priorité pour nous améliorer comme entreprise puis comme milieu de travail. Donc, ce n'est pas la direction qui a pris le rapport puis qui a déterminé le plan d'action, c'est le comité qui a vraiment identifié sur quoi on devait travailler. Donc, c'est très riche comme exercice, bien évidemment, et ça a une valeur incroyable. Donc, on a des gens qui se sont vraiment investis avec leur cœur pour être en mesure qu'on puisse chaque jour être dans une meilleure sécurité psychologique dans nos sites. Il y a également une autre initiative sur laquelle il y a eu beaucoup d'efforts, c'est d'augmenter l'inclusion des femmes dans nos opérations. Donc, et pour ce faire, on a eu vraiment le support de beaucoup de gens, mais particulièrement ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est le support d'opératrices, d'expérience qu'on a dans nos installations, de femmes qui ont eu le courage et la générosité de nous partager leur vécu, leur expérience, pour qu'on soit en mesure de bien identifier c'était quoi les barrières à l'intégration des femmes dans nos opérations, puis les barrières aussi à la rétention. Donc, il y a un plan de travail qui a été développé à partir de ça et on a aussi lancé des initiatives de recrutement ciblées pour être en mesure d'aller recruter davantage d'opératrices et de superviseurs. Donc, ça, c'est deux initiatives là, les plus importantes, je vous dirais. Un mot sur la diversité. On fait souvent référence quand on parle de diversité au genre ou à la nationalité, mais il y a un focus important sur lequel qu'on croit, c'est vraiment aussi la diversité des opinions, la diversité des talents, la diversité de créativité.
On fait tous partie de la diversité ici. On a tous des différences et c'est important pour notre organisation de faire rayonner cette diversité-là. Quand on travaille ensemble et qu'on a des points de vue différents, il y a une richesse incroyable qui ressort de ça. Donc, le focus sur la diversité, vraiment dans les différences des gens, est super important aussi. Sébastien a parlé tantôt du système de production sécuritaire de Rio Tinto. C'est vraiment une initiative importante et au cœur de cette initiative-là, on a vraiment un véhicule pour travailler différemment avec nos employés. On a, dans les dernières années, on avait un principe qui était affiché dans tous nos centres d'information, un principe Lean qui dit « celui qui fait et celui qui sait ». On trouvait ça tout bien beau. Mais dans les faits, on n'a jamais réussi à faire vivre vraiment ce principe-là. Et une des volontés du système de production sécuritaire, c'est vraiment de mettre ce principe-là au centre, de mettre nos employés au centre et d'aller travailler avec eux en les impliquant, en les supportant mieux, en faisant de la résolution de problèmes avec eux, en allant chercher le plein potentiel de chacun. Tout le monde a des talents, tout le monde a des idées. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler différemment avec nos employés. Évidemment, ce n'est pas parfait. Puis, on est loin de penser qu'on a la recette ultime de tout ça. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une réelle volonté de l'ensemble des employés chez Rio Tinto de faire différent. Puis c'est certain qu'on va se tromper dans le parcours, on va faire des erreurs, mais l'important, ça va être d'apprendre de ces erreurs-là, puis de toujours le faire avec le focus sur nos 3 valeurs, qui sont le courage, la curiosité et la bienveillance. Merci, Marie-Claude. Alors, vous voyez, nos panélistes ont pu approfondir davantage. Sébastien, peut-être que tu peux avoir un mot. Peut-être juste un petit mot, 2-3 choses que je voudrais dire. De un, quand j'écoute, tous des gens de cœur, des gens très passionnés. Je pense que vous avez pu le sentir, donc c'est important. Marie-Claude parlait d'une de nos valeurs qui est la bienveillance. L'autre élément, je pense, le mot qui transcende tout ce qu'on a dit, c'est collaboration. Darren parlait de projets. Les projets vont arriver quand toutes nos équipes travaillent ensemble, avec nos fournisseurs, avec nos employés, avec notre partenaire Alcoa, avec le gouvernement, avec vous de la communauté. Donc, c'est essentiel. C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. On a besoin de collaboration au sens large, incluant la communauté. Donc, je pense que c'est ce qui transcende dans ce que mes collègues ont mentionné maintenant. Merci, Claude. Merci. Donc, on arrive à la première période de questions. Donc, on va fonctionner, en fait, en deux... Voilà. Vous aurez 2 façons de poser vos questions. Il y a des gens dans la salle qui ont des micros. Vous pouvez lever la main. On ira à votre rencontre. Sinon, vous pouvez sortir vos téléphones, aller sur menti.com, ici, et entrer le code 6995-4495. Vous pourrez écrire votre question. Elle apparaîtra à l'écran et on pourra y répondre. Donc, est-ce qu'on a des gens dans la salle qui ont des questions? Et comme toutes les questions sont possibles, je vais débuter, moi, par en avoir une. On va aller vous voir ensuite, monsieur. Je sais que je l'ai posée hier à nos employés, mais au cœur de toute notre vision, toute notre croissance, il y a Hélicis. Qu'est-ce qu'on fait si Hélicis ne fonctionne pas? La question est aussi bonne qu'hier, Claudine, je pense. Elle était pas pire. Le premier point, puis je tiens à le réitérer, Hélicis, Marie-Christine, je pense, vient de le dire. On a réussi à faire de l'aluminium à 0 carbone de qualité P10-20 industriel. Il y a d'ailleurs des produits dans le marché qui ont déjà été faits, là, des iPhone SE, des MacBooks, des canettes de bière Michelob Ultra qui ont été faits l'an passé.
Ce qui reste à faire, c'est beaucoup de travail en termes d'industrialisation, mettre la technologie à l'échelle. Donc, on va faire tous les efforts et l'énergie va être déployée pour que ça fonctionne. On y croit ardemment. Bon, maintenant, comme entreprise, c'est certain qu'il faut se poser cette question-là. Je pense que c'est une question qui est bonne, qui est saine. Donc, en parallèle, ce qu'on est en train de faire, on travaille sur des technologies de capture de carbone. C'est quand même un défi. Ça existe dans d'autres industries. C'est quand même un défi de notre côté parce que la concentration avec la ventilation qui est au niveau des salles de queue est très, très, très faible de carbone. Donc, il faut trouver des façons de réussir à le capturer, de le concentrer pour ensuite l'entreposer. Donc, on travaille sur ces 3 paramètres-là en parallèle. C'est clair, pour que réduire notre empreinte aussi de CO2, on parlait à nos employés hier, ce qu'on appelle les effets anodiques ont un gros impact sur le CO2. Donc, on travaille à développer des meilleures pratiques en ce sens-là. Mais notre objectif ultime, c'est certainement faire fonctionner l'ICIS et faire plus de recyclage en pourcentage de notre production totale. Il y avait une question dans la salle. Monsieur, on vous invite à vous lever, vous présenter. Pierre Deschênes, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai eu la chance assez extraordinaire de rencontrer les anciens dirigeants d'Alcan, donc Patrick Rich, David Conver, Claude Chamberlain. Enfin, et ce que je vois aujourd'hui, quand on parle de culture organisationnelle, dans l'ADN d'Alcan, on parlait de le changement, l'amélioration continue. Ça, c'est important, c'est majeur. Toute la question, il y a le fait français aussi qui était très, très majeur. Et la dimension aussi qui est ressortie, c'est la relation de coopération. Tout ça pour faire une histoire brève. Moi, je suis content de voir la dynamique de changement qui est gérée. Il y a une pratique de gestion du changement qui ressemble beaucoup à la continuité de ce que Alcan a fait. Je regarde rapidement. En 1974, il voulait construire Granby. Il est arrivé en 1976, l'élection du Parti québécois, la même journée où on a réglé la grève de 1976. Et Culver, avec Nathaniel Davis, a dit, bon, ce qui est important, c'est que ça fait 25 ans qu'on n'a pas construit d'usine et il faut, dans l'avenir, aller de l'avant, avoir une vision. Donc, cette vision-là, avec aussi l'élection du Parti québécois, avec René Lévesque, tout ça, les gens se sont dit, le conseil d'administration. OK. Le conseil d'administration, par rapport à ça, a dit, bon, ben, nous, on ne pourra pas, avec un gouvernement indépendantiste, développer Alcan. Donc, et là, Nathalie Davis et Carver ont dit, oui, on va le développer et on s'engage à construire 4 usines, ce qu'ils ont fait avec l'expansion à Granby, l'usine de remplacement de la Terrière, l'usine de remplacement également par rapport à Alma, et également AP55 qui est devenu AP60. Tout ça pour vous dire que dans cette dynamique du changement, il y a comme une continuité. Quand on parle de culture organisationnelle, on a une culture organisationnelle presque depuis 100 ans et plus, là, qui a les mêmes valeurs, et les gens, les travailleurs, c'est eux qui ont, dans la région, ont maintenu cette culture-là, ont embarqué dans les projets. Quand vous parlez de coopération, cette coopération-là existait, était fondamentale. Il fallait que les gens se soient mobilisés, responsabilisés pour construire les usines, enfin, les projets. Vaudreuil, entre autres, Miracle Vaudreuil, là, qui a toujours survécu. Bref, je fais seulement comme commentaire. Moi, je retrouve cette dynamique du changement-là. Et elle est importante parce que c'est la passion, c'est l'implication. Et là, je ne veux pas vendre le volume, mais à la lecture des témoignages des gens, on sent que c'est les mêmes choses qui existaient à l'époque qui, aujourd'hui, sont vivantes. Et dans ce sens-là, moi, je trouve ça intéressant de continuer à vivre la collaboration avec le monde pour, ensemble, travailler à que le changement que vous anticipez se réussisse. Donc, vous êtes dans une continuité, et la continuité, c'est les gens de la région qui l'ont bâtie et qui veulent continuer de la bâtir. Merci, j'étais long, mais merci. Merci. Merci, M. Deschênes. J'aurais presque le goût de vous applaudir. Donc, on a
question qui est entrée sur Menti. Encore une fois, on vous invite à lever la main ou à aller sur Menti. Avez-vous une date pour débuter la production pour la technologie Hélicis? Oui, c'est une question qu'on pose souvent. Donc, on parle de 2024 que la technologie devrait être à point. Puis je rappelle, c'est de la R&D, donc mais c'est ce que Hélicis nous dit. Donc, 2024, la technologie à point. Et on parle de 2 ans plus tard, 2026, pour être en mesure de produire à des volumes commerciaux, là, si on peut dire. Merci. Est-ce que les gens sont timides? Pourtant, il y a une nouvelle question. Merci. Avez-vous demandé les certificats environnementaux nécessaires pour les cuves précuites qui resteront en fonction pour la transition post-2025? Peut-être la réponse, ça, on a amorcé les discussions. On est en discussion avec le gouvernement là-dessus actuellement. Je regarde mon écran, la salle. Vous avez certainement des questions pour nous, ça se peut pas. Vous nous aimez, vous aimez ça parmi nous, vous commentez sur nos plateformes. Allez! Bon, j'ai quelqu'un, merci. Bonjour, Claude Bouchard de Promotion Saguenay. Écoutez, je vous ai écouté ce matin, puis bravo pour tous les efforts que vous faites, principalement en décarbonation. Ça m'amène à vous poser la question sur le prix de l'aluminium et sur le marché. Parce que certains secteurs industriels, puis je pense entre autres au gaz naturel renouvelable, les clients sont prêts à payer une prime pour avoir du gaz naturel renouvelable plutôt que du gaz naturel issu de fossiles. Donc, dans l'aluminium, on dit qu'on produit l'aluminium le plus vert au monde. Avec les actions que vous posez vers la technologie Hélicis, est-ce qu'on peut penser dans un marché futur qu'il y ait 2 prix? Un prix pour l'aluminium qui est décarbonisé et un prix pour un autre type d'aluminium. Est-ce que le marché est ouvert à ça? Je peux répondre à ça, oui. Bien, en effet, là, c'est ce qu'on espère parce qu'on se différencie avec notre aluminium déjà à faible empreinte carbone. Pour le futur, on peut parler d'un aluminium complètement vert. Alors, et c'est quelque chose, comme je mentionnais, qui est demandé par nos clients. Alors, c'est ce qu'on espère d'avoir cette prime pour un aluminium plus vert. Peut-être en complément, ce que j'ajouterais à ça, c'est que c'est sûr qu'on anticipe que ça peut probablement arriver. Par contre, ce qu'on voit se dessiner à plus court, moyen terme, c'est pour ça que la vitesse est importante dans le déploiement d'Hélicis, puis d'avoir du métal disponible, même si c'est en petite quantité, c'est des marchés privilégiés. Je vais appeler ça une discrimination positive. C'est que tu vas pouvoir rentrer dans certains marchés seulement si tu es capable de faire ça. Donc, c'est un peu comme une prime. C'est un peu différent. Puis avec le temps, ça va probablement se normaliser. Mais disons qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée par rapport à ça, mais je pense que c'est ce qui va arriver à terme, fort probablement. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle, monsieur? Ah. Oui, OK. Bon. Oui. Alors, c'est mon tour. Oui. Alors, mon nom est Roger Boivin, du groupe Performance Stratégique. Oui. Je suis ici à gauche, à droite pour... Oui, excusez-moi. Oui, ben là, je vous en prie. Oui. De toute façon, on se parle, on n'a pas besoin de se voir. Avec les lumières, c'est pas facile pour vous. Oui, merci. D'ailleurs, parlant de lumière, on salue la transparence dont vous faites preuve aujourd'hui, puis c'est extrêmement apprécié. Puis on était plus habitués, cependant, à cette transparence-là sous le règne d'Alcan. On doit quand même souligner que depuis que Rio Tinto est arrivé, vous voyez, j'ai ici le guide de presse. Le guide de presse, c'est une institution qui datait des années 60. Chaque année, Alcan rendait public un document de 150 pages où on avait le nombre d'employés, le trafic portuaire, la production électrique, les profits, toutes les informations sur l'industrie de l'aluminium. Avec l'arrivée de Rio Tinto, ce document-là a disparu. J'ai déjà demandé à M. Jacques à d'autres périodes, parce que votre transparence est sporadique, on s'est déjà vu à quelques moments. À ce moment-là, j'avais demandé, est-ce que vous pourriez, par transparence, pour nous démontrer votre transparence, réactualiser le guide de presse qui nous permettrait d'avoir une vision? Notre monsieur des approvisionnements nous parlait de 700 millions d'achats, mais vous savez que vous achetiez ça en 2000. En 2000, vous achetiez 700 millions dans la région.
Alors, avec l'inflation, ça donne un peu plus d'1,5 milliard, là, presque. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, donc, vous achetez la moitié de ce que vous achetez en 2000. C'est pas grave, mais ça place les choses en perspective. Quand on ne le sait pas, c'est impressionnant. Acheter 700 millions de dollars ou 900 millions, on n'est pas déçu de ça, on est content de ça. Cependant, quand on sait que c'est la moitié de ce que vous faisiez, bien là, on voit que la tendance n'est pas vers la hausse, c'est vers la baisse. On ne veut pas inventer des problèmes, mais on veut connaître la réalité d'une manière transparente avec vous. C'est ça un vrai partenaire. Alors, j'aimerais savoir si vous allez rendre public, comme l'Alcan faisait avant, un guide de presse qui permet à tout le monde de connaître la réalité et de la suivre, et non pas des informations sporadiques qu'on a à tous les 7-8 ans. Merci. Merci, M. Boivin, pour votre question. Puis là, c'est moi qui vais y répondre parce que j'étais aux médias longtemps ici et les premières années, c'est moi qui faisais le guide de presse. Et c'est pas parce que c'est Rio Tinto qui a eu un changement avec Alcan. C'était vraiment une question de demande et aussi de temps. Et que toutes ces données-là qui étaient retrouvées qu'on retrouvait dans le guide de presse se retrouvent maintenant dans le rapport annuel de Rio Tinto. Toutes les données, parce qu'il y avait les données de production, les employés, il y avait, entre autres, là, chaque usine, l'année de fabrication, les produits, les clients. Vous retrouvez tout ça maintenant dans les rapports annuels de Rio Tinto. Il y a les rapports de durabilité qui sont faits à chaque année, où est-ce qu'on retrouve toutes nos données en termes de fournisseurs, achats local, les données environnementales qui sont dans ces guides également. Il y a des rapports de taxes payées qui sont rendus publics. Il y a des rapports sur l'eau. Tout ça est maintenant disponible aussi. Et le rapport, en fait, si on revient principalement sur le guide de presse, comme je vous dis, pour l'avoir fait, c'était extrêmement de travail pour... On le distribuait à une quinzaine de personnes. Les journalistes peuvent nous appeler en tout temps et on va leur donner ces données-là. Ce n'est pas une question de cachette ni rien. Nos employés, on connaît les nombres, on connaît toutes ces données-là, puis il n'y a pas de problème. Puis je vais même vous dire, on a ouvert notre bureau communauté au Carré Davis il y a quelques semaines. Je vous invite à venir rencontrer mon équipe et on fera les démarches avec vous. On vous donnera tous ces chiffres-là. Et tout le monde ici dans la salle, évidemment, vous pouvez venir en tout temps répondre. On va répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Oui, j'avais une autre question dans la salle, puis ensuite, on va aller à Menti. OK. Gérald Savard, maire de Bégin, préfet de la MRC Le Fjord. Quand on parle d'Elysis ou le futur de Rio Tinto dans la région, qu'on est très fiers d'avoir Rio Tinto dans la région, l'électricité. Vous avez une quantité d'électricité qu'on connaît un peu, 2300 MW, je crois, là, pour le connaître. Puis avec Elysis, ça va demander de l'électricité, un bloc d'électricité. Nous, dans la région, dans les dernières années, on a priorisé la zone industrielle portuaire qui va se développer dans le futur, j'espère, puis d'autres projets. Est-ce que, quand vous parlez au gouvernement au niveau électricité, qu'on parle de manque d'électricité en ce moment, est-ce qu'on va être capable de combler par Elysis qui va s'en venir, qui va demander de l'électricité, puis d'autres projets? Comment vous le voyez, M. Ross? Bien, c'est clair qu'on est en discussion parce que vous avez raison, 2300, Stéphane va en parler plus précisément tantôt, mais notre consommation actuellement est de l'ordre de 2300-2350 MW. Même aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est capable de générer en fonction de la disponibilité de l'eau et de la saisonnabilité qu'on a à ce niveau-là. Donc, il faut des blocs énergétiques. C'est sûr que dans les ambitions du gouvernement, je pense qu'il a annoncé clairement des projets qui sont porteurs, comme un projet comme Elysis, ils ont plus d'appétit pour ce genre de projet-là en termes de blocs énergétiques. Bon, est-ce que de l'énergie va en avoir pour tout le monde? Il y a beaucoup de demandeurs de projets. Je pense que M. Dubuc va faire beaucoup de lumière là-dessus dans sa présentation à venir un petit peu plus tard, cet avant-midi, mais je suis assez positif qu'on va trouver une façon d'avoir des blocs énergétiques pour Elysis. En tout cas, le Québec, selon moi, ne peut pas passer à côté d'une technologie comme Elysis. Donc, s'il y a quelque chose que je suis à peu près convaincu qu'on va être capable de sécuriser, c'est de l'énergie pour Elysis. Merci. Quelles sont vos initiatives sur le marché volontaire en termes de compensation de crédits carbone pour compenser les émissions liées aux activités à l'extérieur des opérateurs de production? J'aurais besoin d'aide, honnêtement, sur ça. Catherine était dans la salle? Ou? Moi, je pourrais aller. Tu peux-tu le prendre? Oui, Catherine. On est réglementé sur le marché. On s'attendait un peu. Attends une petite minute, on va trouver un micro parce que les gens vont mieux t'entendre. Alors, je suis coudon. Ça va être notre prochaine panéliste, ça va être trop hâte, elle vient nous trouver tout de suite.
Allô, bonjour tout le monde. Je suis Catherine Monger, je suis directrice générale environnement durabilité. Alors, en termes d'échange de crédits de carbone, on est réglementé. Alors, c'est assez simple. Alors, on est soumis au règlement sur l'échange des droits d'émission qu'on appelle le SPED au niveau du gouvernement du Québec. Alors, on n'est pas sur les marchés volontaires. Alors, on fait des démarches, on discute pour pouvoir y avoir accès et ainsi pouvoir, au lieu de compenser certaines émissions vers le gouvernement du Québec, pouvoir le faire vers certaines entreprises, entre autres d'ici. On en discute, mais on n'est pas encore présent, malheureusement, parce que ce n'est pas permis. Voilà. Merci, Catherine. Est-ce qu'on a encore des questions dans la salle? À l'arrière? Okay. Il en restait une autre. Là-bas, on va aller là-bas. Mais on va aller en arrière, le temps que tu te rendes de l'autre côté. En arrière, c'est-tu? Je vois pas en arrière, en fait. Fait que je vais dans le flou. Oui, là. Oui. Jean-Marc Trevier. Bonjour, M. Trevier. Retraité de chez Alcan. Quand j'ai quitté, c'était Alcan, c'était pas Rio Tinto. On nous a toujours appris, en tout cas à l'époque, là, ça fait pas si longtemps encore, quand on parlait d'une aluminerie de classe mondiale, on disait tout le temps que c'était des alumineries un petit peu comme on connaît Alma, Sept-Îles ou ABI à Bécancour. On parle toujours d'usines entre 4 et 600 000 tonnes. Là, M. Ross, vous semblez comme annoncer peut-être que d'ici la fin de l'année, on va avoir 96 cuves. Bonne nouvelle. On peut-tu penser ou envisager qu'Arvida, à un moment donné, ça pourrait venir aussi une quantité d'aluminium qui pourrait être produite de classe mondiale, se rendre à 400, 500 000 tonnes dans un avenir pas trop lointain? Bien, en fait, oui, je comprends la question, puis je pense que ce n'est pas la première fois que je vous entends parler. La première phase, je le répète, c'est que 96 cuves, c'est pour protéger notre transition avec Arvida, parce qu'Arvida arrive en fin de vie, c'est clair, et c'est pour ça qu'on remplace pratiquement tonne pour tonne. C'est aussi le terrain qui avait dégagé, ceux qui connaissent, je veux dire, comme JF, les initiés du complexe Jonquière, jusqu'à la rue Webb, là, le terrain qui est dégagé, qu'on va finaliser de préparer, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, les 96 cuves prendraient cette empreinte-là. Là, on opère notre transition au niveau d'Arvida. Hélicis va être rendu, comme Marie-Christine l'a mentionné tout à l'heure, probablement 2026, un déploiement industriel. Là, on veut aller compléter au niveau d'Alma. Puis après ça, on va voir. Dans la vision, on ne s'est pas rendu jusqu'à y a-t-il une prochaine étape après les 96 cuves. Ce qui est clair, cependant, en assumant qu'Hélicis fonctionne, puis je pense qu'il va fonctionner, je le réitère, il va falloir que ce soit du Hélicis. On revient sur le complexe Jonquière. Donc, ça va être quelle nature? Ça, on n'a pas la réponse encore, mais c'est quelque chose qu'on va envisager. Mais si Hélicis fonctionne, il n'y aura pas plus d'AP60. Mais il pourrait avoir du Hélicis sur le complexe Jonquière aussi. Mais la vision que je vous ai présentée, on n'est pas là encore, par exemple. Mais il n'y a pas de fermeture. Fermeture de, excusez? Il n'y a pas une fermeture de votre part. Non, on n'est jamais fermé. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre de comment ça évolue, ça va dépendre du succès qu'on a sur le reste de la vision. Non, il n'y a pas une fermeture complète. Mais est-ce que je l'ai dans la vision que j'ai présentée? Pour l'instant, non. Merci. On a le temps pour une autre question ici dans la salle. Bonjour, merci. Patrick Dubé, groupe Sotrem Maltec. Troisième génération là, dans ma famille au niveau de l'aluminium. Je peux parler de mes grands-parents, mon père. Je peux parler de moi. Question, témoignage. Premièrement, je vous dis bravo pour l'initiative d'aujourd'hui. Communication de vos enjeux, vos visions nous permettent aussi de comprendre et de devenir des bons ambassadeurs. On espère que ça va se poursuivre dans ce sens-là. Deuxième chose que je constate aussi et que je félicite Rio Tinto, c'est d'avoir conservé des installations de production d'aluminium au Québec. J'ai commencé au début des années 2000, donc j'ai vu à peu près chacune des usines aux États-Unis fermées. On a un avantage compétitif au Québec. Travaillons ensemble à essayer de le conserver. On comprend vraiment les enjeux et une chose que les marchés mondiaux changent, le plus grand game changer, excusez l'expression, c'est l'énergie. L'énergie au Québec, elle est verte. Rio Tinto, on sait tous, vous possédez des installations, vous êtes bien positionné en Amérique du Nord. Puis entendre les investissements, essayer de rassembler les gens pour en amener d'autres, puis conserver cet avantage-là. Bien, pour la troisième génération, maintenant la quatrième, ça vient bientôt, une dizaine d'années. Fait qu'on espère qu'ils vont pouvoir continuer
à développer l'expertise que vous semblez de plus en plus reconnaître. Puis, sur le terrain, avec les diverses organisations privées auxquelles je peux participer aussi, publiques, on le sent sur le terrain, ce changement-là, dont vous venez nous parler ce matin. Donc, ma question, simple, est-ce que Rio Tinto a une bonne stratégie ou une bonne vision également pour contribuer à conserver nos avantages au niveau de l'énergie, qui sont passés d'un avantage qui était, oui, dans le passé, mais maintenant devenu majeur au niveau mondial. Puis ça, bien, pour nous, c'était important pour les générations futures, à savoir que l'avantage qu'on a au Québec, à comment on va réussir à s'en servir pour contribuer à continuer à faire grandir. Et utiliser des matières responsables, comme vous le faites avec les codes barres, donc la génération des millénaux, ceux en dessous, on voit qu'ils ont un intérêt, puis c'est dans leur priorité dans leur vie. Merci. Je peux peut-être la prendre, puis mes collègues peuvent... merci pour la question, puis merci pour le témoignage. C'est tout le temps le fun d'avoir du feedback positif. Merci pour ça. Bon, c'est sûr que l'énergie, c'est le fer de lance de tout ce qu'on fait. Vous savez, on a des ouvrages hydroélectriques. Tantôt, j'en ai parlé un peu, mais je ne veux pas voler punch à Stéphane. Stéphane s'en vient tout de suite après la pause. Il va vous donner beaucoup de détails par rapport à ça. On a beaucoup de projets, pas juste mettre nos installations à niveau, mais on a un petit peu plus de vision que ça. Mais je vais laisser Stéphane vous l'exposer, puis tu reviendras avec une question plus détaillée par la suite. Mais c'est clair qu'on veut entretenir nos actifs, c'est un privilège qu'on a, mais on regarde toutes les opportunités pour augmenter notre capacité pour consommer moins d'énergie au niveau de nos installations aussi. Il y a des façons d'opérer qui pourraient être différentes. Donc, chaque goutte d'eau compte, chaque mégawatt compte. Donc, c'est quelque chose qu'on veut optimiser. Puis, c'est le nerf de la guerre. On est très, 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 très conscient de ça au Québec, mais on a d'autres avantages. J'en ai évoqué plusieurs à proximité du marché américain. On a des employés, une main-d'œuvre hautement qualifiée, un réseau de fournisseurs qui sont hautement qualifiés, des universités de grande qualité. Puis là, je vais en dehors de la région, mais au Québec aussi, on a des universités de grande qualité. C'est excessivement important. Pays démocratiquement stable et un sous-sol super riche en minéraux critiques. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là si on travaille ensemble pour avoir du succès. Merci. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Merci pour toutes vos questions, vos commentaires. Pour les questions qui n'ont pas été répondues, on va les partager sur nos plateformes dans les prochaines semaines. Sinon, vous pouvez passer à notre espace communauté au Carré Davis. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.